Il y a des histoires qu'on se plaît à raconter et qui occupent un terrain flou entre fiction et réalité. Les légendes urbaines. Des récits étranges de défunts appelant d'outre-tombe, de meurtres en pleine foule ou encore de créatures mortelles non identifiées par la science. Y a-t-il dans ces récits une part de vérité ou ne sont-ils que des contes populaires? Je suis Natasha Henstridge et je vous invite à venir explorer avec moi la vérité qui se cache derrière les légendes urbaines. La vie universitaire est parfois très exigeante. Les étudiants ont imaginé de nombreuses méthodes pour évacuer leur stress. Dans la légende urbaine qui suit, l'une d'entre elles a conduit à une tragédie. L'histoire a pour théâtre l'Université de Californie à Los Angeles, en décembre 1991. C'est la dernière semaine avant les examens. Les étudiants sont sous pression. Ils restent tard le soir à la bibliothèque pour réviser leurs cours. Il est très tard. Le nez dans ses bouquins, un étudiant reprend tout ce qu'il a étudié en cours durant le semestre. Les heures passent et il n'a plus beaucoup de temps. La tension monte. Ses yeux le brûlent, son dos le fait souffrir, mais il n'a pas le choix. Il a l'impression qu'il a atteint ses limites. Enfin, minuit sonne. Le moment est arrivé. Il arrête ce qu'il était en train de faire, laisse tout derrière lui et se précipite dehors. Une fois dehors, il pousse un hurlement déchirant. Le plus incroyable, c'est qu'il n'est pas le seul. Le campus entier entonne un chorus de cris perçants. Ces hurlements semblent être une tradition de l'établissement. Ils sont poussés toutes les nuits de la semaine précédant les examens, sur les coups de minuit. Pour la majorité des étudiants, ce rituel a un pouvoir libératoire. Mais malheureusement, pour une étudiante, il va tourner au drame. Une jeune femme va mourir parce que personne ne prendra ses appels au secours pour des cris de détresse. Au moment où les cris résonnent, quelqu'un la saisit et l'entraîne hors de la vue des autres étudiants. Son assaillant la jette à terre. Elle s'époumonne pour obtenir de l'aide, mais sa voix se perd au milieu des hurlements de ses camarades. En plein campus, alors qu'elle n'est qu'à quelques mètres des autres étudiants, personne ne distingue ses cris. Conséquence, elle est assassinée et son meurtrier court toujours. Après cette tragédie, tout étudiant prêt à crier durant la semaine précédant les examens à UCLA sera renvoyé. Selon la légende, en tout cas. Mais cette tradition existe-t-elle vraiment? A-t-elle jamais eu pour conséquence l'agression mortelle d'une étudiante innocente? Les affaires de meurtre se produisant au milieu de la foule ou alors que des personnes sont à proximité sont hélas très fréquentes dans les zones urbaines. Le meurtre de Kitty Genovese en 1964 est un classique dans ce domaine. Un soir où elle rentrait seule chez elle dans le Queens à New York, elle est agressée et poignardée à plusieurs reprises par un homme. 37 voisins entendent ses hurlements et interrompent par 2 fois son agresseur en criant par la fenêtre. Mais dès qu'ils referment leur fenêtre, l'agresseur recommence à frapper. 1 heure s'écoule avant que la police soit appelée. Kitty Genovese meurt dans la rue. Les meurtres sur des campus universitaires sont aussi une réalité moderne. En 1986, le viol et le meurtre de l'étudiante Janan Clery par l'un de ses camarades de l'université Lehigh entraînent le vote d'une loi fédérale exigeant des universités qu'elles signalent les crimes avec violence sur leur campus. Ces tristes faits tentent à donner une certaine crédibilité à l'histoire des cris du campus sur les coups de minuit. Où vont les jeunes filles le plus souvent? Où vont-elles quand elles quittent la maison? Soit elles se marient, soit elles vont à l'université. Par conséquent, le campus devient un lieu de danger potentiel.
Et étant loin de chez elle, la jeune femme n'est plus protégée comme avant. Elle n'a plus ses parents, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs pour veiller sur elle. Soit. Mais ce qui fait que cette légende sonne vraie, c'est aussi que n'importe quelle méthode pour évacuer le stress, même la plus insensée, peut marcher. Dans les années 70, la thérapie du cri primal, rendue populaire par un livre du docteur Arthur Janov, devient à la mode pour se débarrasser de ses angoisses. Alors pourquoi les cris des étudiants sur le campus ne seraient-ils pas un moyen efficace d'évacuer le stress? Parce qu'il s'avère que la thérapie du cri primal n'impliquait en aucun cas de crier. Le cri primal est le titre du premier livre qui a décrit cette thérapie. C'est en fait une métaphore pour les sons que les gens émettent quand ils pleurent, quand ils ont de la peine et qu'ils souffrent. Alors si les campus sont plus sûrs qu'on ne le croit, et que crier pour libérer son stress est aussi efficace comme méthode que de porter une bague d'humeur, on peut penser que cette histoire n'est que pure fiction. Pourtant, selon d'anciens étudiants fréquentant UCLA en 1991, année où les faits se seraient produits, le rituel des cris de minuit était bien réel. Les cris du campus à UCLA étaient une tradition très amusante. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé quand je suis arrivée. La semaine avant les examens, on l'appelait la semaine morte. Tous les soirs à minuit, les étudiants allaient à la fenêtre et criaient de tout leur sou. On interrompait tout ce qu'on faisait. On attendait ça à chaque fois avec impatience. C'était très convivial et ça libérait toute la pression, l'anxiété qu'on avait à l'intérieur. Donc le rituel, lui, existait bien. Mais qu'en est-il de l'agression d'une étudiante? Je crois me souvenir d'avoir entendu dire que ça avait eu lieu bien avant, peut-être dans les années 1980, mais pas à mon époque en tout cas, pas en 1991. Mais ça ne s'est jamais produit. Et selon les policiers qui patrouillent sur le campus de l'Université de Californie, la réalité est très éloignée des stéréotypes qui font si peur aux parents. Les principaux crimes qu'on a sont plutôt liés au vol. Vol de vélo, de livres, de portefeuilles, de véhicules. Il y a très peu de crimes contre les personnes, heureusement. Et dans quelle catégorie rangerait-il cette histoire? C'est le genre d'histoire qui se raconte autour d'un feu de camp. Une légende urbaine. Pour résumer, si la légende des cris du campus comporte une part de vérité, tout ce qui concerne l'agression n'est que pure invention. Malgré tout, cette histoire perdure. Pourquoi? Pour moi, cette légende est probablement née à partir des sornettes qu'on racontait aux premières années à leur arrivée à l'université. C'était amusant de leur raconter des histoires et de voir jusqu'à quel point ils étaient crédules. Mais en décembre 1999, la légende urbaine revient sur le devant de la scène lorsque le rituel des cris de minuit dégénère. En plein rassemblement vers minuit, quelqu'un met le feu à un canapé dans la rue. Et lorsque les pompiers interviennent, ils sont bombardés de pierres, de bouteilles et d'œufs. Heureusement, personne n'est grièvement blessé. Cela étant, cet incident jette une ombre sur la tradition des cris de minuit et renforce la légende urbaine. Même si officiellement l'université désapprouve cette tradition, officieusement, celle-ci continue d'être perpétuée. Malgré ce qu'on voit au cinéma, dans la réalité, les criminels ne sont pas toujours des gens brillants. Mais ils sont rarement aussi stupides que dans l'histoire qui va suivre. La police a arrêté un cambrioleur de bas étage soupçonné de vol à main armée dans un magasin de vin et de spiritueux à Bucks County, en Pennsylvanie. Les policiers ont bien l'intention de le faire passer aux aveux. Ils essaient d'abord la stratégie du gentil flic et du méchant flic et tentent de le convaincre que s'ils leur simplifient le travail en avouant, ils sauront se montrer compréhensifs. Mais le suspect ne marche pas. Il nie les faits en bloc. Alors ils essaient une autre tactique. Le malfaiteur ne saisit pas ce qu'ils disent, et cela le rend nerveux. Sorti de la salle d'interrogatoire, l'un des deux policiers se plaint à un collègue que le suspect ne veut pas avouer, malgré sa culpabilité évidente. Non, un problème.
On a un suspect, on sait que c'est lui, mais ce type est un idiot. Il veut pas se mettre à table. Il faut qu'on le pousse à avouer. Faites-le passer au détecteur de mensonges. On a un détecteur de mensonges? Non. Un collègue suggère alors de piéger le suspect grâce à un peu d'imagination. Tu plaisantes. Dans la salle d'interrogatoire, le suspect refuse toujours de parler. Il voit alors arriver un policier accompagné d'étranges appareils. Tu dois être Frank? Minutieusement, avec une précision toute scientifique, il est branché au curieux appareil. Il ne sait pas trop ce qu'il doit en penser. En réalité, il s'agit d'une simple photocopieuse avec quelques fils et un égouttoir. Mais le suspect ne s'en rend pas compte. Quand tout est en place, il est interrogé sur ses faits et gestes la nuit du crime. Alors Frank, à 9h vendredi, t'étais au magasin, hein? Non, j'y étais pas. Il campe sur sa position. Mais le détecteur de mensonges dit le contraire. Il ment. On lui repose la question et il ment à nouveau. Non, j'y étais pas. Bizarrement, l'étrange machine sait qu'il ment. Il ment. Les policiers insistent pour qu'ils reconnaissent les faits. Troublé par la machine omnisciente, le criminel finit par parler. D'accord, c'était moi. Faites-moi sortir de là et je signerai. Il avoue, piégé bêtement par les policiers. Cette histoire a été relayée pour la première fois par le Philadelphia Inquirer, en juin 1977. Des versions plus récentes la situent dans la ville de Radnor, en Pennsylvanie. Bien sûr, qu'elle soit dans le journal ne signifie pas que cette histoire soit véridique. Mais vraie ou pas, elle a une résonance universelle. Je pense qu'en quelque sorte, elle contribue à nous faire nous sentir plus en sécurité en véhiculant l'idée que les criminels sont stupides et qu'ils se feront prendre. Le pire serait de penser qu'un criminel ne se fera jamais prendre parce qu'il est plus intelligent que nous. Le fait que les forces de l'ordre emploient souvent des méthodes inhabituelles pour faire avouer les criminels renforce la crédibilité de cette histoire. En 1951, la CIA a cru avoir trouvé l'arme parfaite pour faire dire la vérité, sous la forme d'une drogue, le LSD. La CIA avait fait des études sur l'emploi du LSD comme sérum de vérité potentielle pour faire cracher le morceau à quelqu'un. Elle pensait que ça allait révolutionner les services secrets. Mais ça n'a pas vraiment marché comme ils l'espéraient, à cause des hallucinations et des autres effets secondaires. Les informations qu'une personne donnait pendant un interrogatoire n'étaient pas toujours fiables. Parfois, les personnes avaient tellement peur qu'elles devenaient muettes. Ils ont constaté que s'ils donnaient du LSD à un prisonnier sans lui dire, il devenait complètement fou parce qu'il ne savait pas qu'il était sous l'emprise d'une drogue. L'interrogateur de la CIA disait alors aux prisonniers qu'il allait le garder dans cet état pour toujours, à moins qu'il ne leur dise ce qu'il voulait savoir. C'est comme ça qu'ils utilisaient le LSD avec des résultats mitigés. L'hypnose est elle aussi une méthode utilisée pour trouver la vérité. Mais elle s'avère moins efficace que ce qu'on croit. Tant que la vérité ne causera aucun mal, vous direz la vérité. Mais si vous pensez que dire la vérité risque de vous mettre en danger, vous ne la direz pas. C'est pour ça que si vous hypnotisez un criminel pour qu'il avoue, il mentira. On peut mentir sous hypnose. Sous hypnose, vous ne pouvez pas forcer une personne à faire quelque chose si elle ne le veut pas. L'astuce, c'est de les amener à vouloir avouer. Et cela s'obtient en bousculant leur motivation. Prenez la guerre. Tous ces jeunes gens qui vont à l'église, des garçons honnêtes, envoyez-les au front combattre. En 6 semaines, vous aurez fait de ces mêmes jeunes gens qui allaient à l'église des tueurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont une motivation. Bien sûr, rien ne vous fait plus vite changer d'avis que la torture. À l'époque médiévale, où l'hérésie était un crime passible de la peine de mort, des méthodes incroyablement inventives basées sur des supplices physiques
était utilisé pour obtenir les confessions. Quand vous êtes torturé, l'individu qui a le contrôle sur vous a un pouvoir absolu. Des engins comme la chaise de Judas incitaient sans aucun doute les personnes accusées d'un crime à parler. L'individu était nu et hissé dans les airs, puis redescendu lentement sur une pyramide bien pointue. Ensuite, il jouait à le lever, puis à le laisser retomber, encore et encore et encore. Il y a aussi le fameux chevalet, qui vous écartelait lentement. On pourrait penser qu'il y a là largement de quoi vous inciter à dire la vérité. Mais cette méthode brutale ne marchait pas forcément. Souvent, l'individu souffrait tellement qu'il donnait des informations qui se révélaient inexactes. Il disait n'importe quoi pour que ça s'arrête. Depuis, la police a imaginé des appareils plus humains pour obtenir la vérité. L'un des plus populaires est le détecteur de mensonges. En 25 années d'expérience, j'ai constaté que le polygraphe était très performant. C'est non seulement un détecteur de mensonges, mais aussi un détecteur de vérité. Votre adrénaline et votre système nerveux autonome travaillent comme si vous vous prépariez à courir ou à combattre. Votre tension est modifiée, votre rythme cardiaque aussi, pareil pour la respiration et la sudation. Le polygraphe mesure toutes ces données dans son graphique. Mais obtenir des aveux relève autant de la psychologie que de la technologie. C'est ce qui rend cette légende urbaine presque crédible. Un bon interrogateur est bon acteur et fin psychologue. Parce qu'il sait qu'il n'est pas dans l'intérêt de la personne qu'il a en face de lui d'avouer. Il doit pourtant réussir à lui faire croire qu'il vaut mieux pour lui avouer et que s'il ment, de toute façon ça se verra. Les témoignages relatifs à cette ruse pour obtenir les aveux du criminel sont nombreux. Cette histoire se serait effectivement produite. Le département de la police en question se refuse néanmoins à confirmer. En tout cas, on peut dire que cette légende urbaine a une grande part de vérité. Ici, celui qui se laisse abuser est un criminel. Mais souvent, ce sont les victimes qui ont fait preuve de naïveté. On dit souvent c'est trop beau pour être vrai. Et en effet, c'est souvent le cas. Ça peut sembler cynique, mais en général dans la vie, rien n'est gratuit. La légende urbaine que vous allez découvrir a pour décor la banlieue new-yorkaise. Un cadre supérieur classique, débordé et exténué, part de chez lui le matin pour une nouvelle journée harassante de travail au bureau. Mais en arrivant dans l'allée de sa maison, il comprend qu'il va passer une mauvaise journée. Sa voiture a disparu. Au début, il n'en croit pas ses yeux. Il retourne chez lui et demande à sa femme si elle a garé leur voiture ailleurs. Mais elle est aussi surprise que lui. Il se remémore les événements de la veille. Avant de se rendre à l'évidence, leur voiture a certainement été volée au cours de la nuit. Le mari appelle la police et signale le vol. Mais il n'y a aucune trace de la voiture. Quelques jours plus tard, alors que le couple s'apprête à sortir, une surprise les attend dans leur allée. Leur voiture se trouve exactement là où elle aurait toujours dû être, lavée, lustrée et en parfait état. Pendant un instant, ils en restent quoi et se demandent s'il s'agit d'une mauvaise blague. Puis ils remarquent quelque chose sur le pare-brise. Une note manuscrite anonyme, expliquant qu'un voisin a eu une urgence familiale et qu'il a été obligé d'emprunter la voiture sans leur autorisation. En guise d'excuse, l'auteur du mot a laissé 2 places onéreuses pour un concert à guichet fermé. Le couple est enchanté, même s'il se demande qui est le mystérieux voisin en question. C'est le grand soir. Ils ont l'impression d'être de bons samaritains et ils se réjouissent de la manière dont les choses ont tourné. Ils n'ont jamais réussi à savoir qui avait emprunté leur voiture.
Mais ils sont ravis que la personne ait été suffisamment honnête pour leur offrir des places de concert aussi chères en dédommagement. Ils prennent la voiture et se mettent en route pour une soirée mémorable en amoureux. Après un spectacle magnifique, ils rentrent chez eux tard le soir. Fatigués mais de bonne humeur, ils pénètrent dans leur maison, satisfaits d'avoir passé une excellente soirée. Enfin, jusque-là. Ils découvrent rapidement que leur maison a été entièrement vidée. Les cambrioleurs les ont éloignés pour la soirée, pour avoir le champ libre et pouvoir agir en toute tranquillité. Cette légende circule depuis les années 50. À cette époque, les légendes urbaines tournant autour des voitures se sont mises à fleurir, avec à chaque fois un message. Pour la plupart, ces histoires illustraient des proverbes, des aphorismes qui nous sont familiers. Par exemple, tout ce qui brille n'est pas or. Cette histoire paraît crédible parce qu'elle a une morale qui met en garde contre une faiblesse universelle, la cupidité. La soif de profit facile est exploitée partout. Des casinos qui font ça légalement, aux arnaques financières qui secouent Wall Street à l'occasion. Alors pourquoi un petit escroc n'en profiterait-il pas lui aussi? Les escrocs vraiment rusés, ça existe. Il y a des gens qui jouent les invités dans les mariages et volent les cadeaux. Il y en a qui se déguisent en employés du gaz ou en policiers pour avoir accès à une maison. Mais les enquêteurs ont eux aussi leurs petits trucs. Dans le cas qui suit, un cambrioleur et son complice ont été arrêtés mais interrogés séparément. Et ils nient les faits. Le policier prétend alors devoir sortir un instant et quitte la pièce en laissant intentionnellement un dossier sur la table qui contient, selon ses dires, les aveux de l'autre suspect. Un dossier monté de toutes pièces, bien sûr. Mais le cambrioleur y jette un œil et ce qu'il lit le rend furieux. Il veut à présent se venger. Et lorsque l'enquêteur revient dans la pièce, il est prêt à se mettre à table. Le voleur a été dupé et la police a ses aveux. Cela montre que les criminels ont les mêmes faiblesses que n'importe qui d'autre. Et ça a été démontré avec succès à Hawthorne, en Californie. La police y a mis sur pied une arnaque magistrale pour attraper le même jour un nombre incroyable de criminels. Tous ont reçu par la poste un avis selon lequel ils avaient gagné à la loterie nationale. On a envoyé plus de 800 lettres aux personnes contre lesquelles on avait un mandat. Ça allait du simple délit de conduite en état d'ivresse au trafic de drogue. Il y avait même un homme recherché pour meurtre. Et curieusement, même ce gars s'est montré. Il y avait des agents dans la pièce qui grattaient des tickets et s'exclamaient tout excités. « Regardez, j'ai gagné 10 $ pour que ça fasse plus réaliste. » Nos clients entraient, ils y croyaient et pensaient « Génial, je vais être riche. » Ensuite, on les conduisait à la salle de réception. On frappait à la porte et on entrait avec un « Voilà un autre gagnant !» Il y avait une cloison et un officier en uniforme sortait de derrière et disait à la personne « Vous voulez dire quelque chose avant d'être arrêté ?» Pour finir, on leur faisait traverser la pièce jusqu'à une rangée de tables avant de les transférer à la prison du comté de Los Angeles. Beaucoup de ceux qui se sont fait prendre, je dirais environ 90%, ont pris ça assez bien. Mais quelques gars étaient vraiment pas contents. Je crois que si ce genre de piège fonctionne, c'est parce que les gens qui cherchent à s'enrichir sans effort sont nombreux. Si c'était pas le cas, il n'y aurait plus d'escrocs. Et c'est la simplicité de cette opération qui fait que cette histoire sonne vraie. Pourtant, elle ne l'est pas. Même si on apprécie l'ironie de son issue, et même si on a tous plus ou moins une certaine admiration pour les arnaques finement menées. Le plus important dans cette histoire, c'est probablement le côté inattendu. Se faire cambrioler pendant qu'on est au spectacle, c'est la dernière chose à laquelle on s'attend. Mais quand on entend cette histoire, on se dit que c'est vraiment très ingénieux. C'est ça le plus important. Contrairement à la croyance populaire,
Les légendes urbaines ne concernent pas uniquement les métropoles modernes. D'ailleurs, l'une des plus intrigantes se déroule dans une région méconnue de la jungle asiatique. Si la majeure partie de notre monde a été explorée, il reste des régions reculées où des phénomènes étranges se produisent et où des créatures mystérieuses rôdent. Cette légende commence avec un étranger qui remonte la partie supérieure du fleuve Ping, au milieu de la jungle thaïlandaise. Il est venu explorer et étudier les lieux pour le compte d'un musée d'histoire naturelle. Ce n'est pas un globe-trotteur chevronné, et cette partie du monde lui est totalement étrangère. Tout à coup, il perd l'équilibre. Tombé dans le fleuve, il est choqué mais il n'est pas blessé. Il est sur le point de remonter à bord de l'embarcation quand quelque chose vient le piquer sous l'eau, provoquant une douleur lancinante. Il commence à avoir peur qu'il y ait des poissons carnivores dans ses eaux. Il est piqué à nouveau et il panique. Quelque chose dans l'eau grouille autour de lui et l'attaque. Le guide, terrorisé, tente de l'aider. Mais l'explorateur se débat et nage comme il peut jusqu'au rivage. Une douleur le brûle dans tout le corps. Enfin arrivé sur le sable, il s'effondre. Il respire avec difficulté. Lorsque le guide arrive à ses côtés, il remarque une trace de morsure dans son cou. Dans cette région reculée, seul un guérisseur local, un chaman, pourrait lui venir en aide. Le guide traverse la jungle sous la chaleur tropicale, l'homme agonisant sur ses épaules. Plus tard, dans une hutte, le chaman examine son patient. Hélas, il est trop tard. Il informe le guide que son employeur est mort. Le guide ne comprend pas. Il demande ce qui s'est passé. En réponse, le chaman ouvre la chemise de l'étranger, dévoilant une dizaine de marques de piqûres. Elles indiquent que l'explorateur a été tué par les défenses mortelles du mini-éléphant de Thaïlande. Selon la légende, ces mini-éléphants sont des animaux grégaires qui se déplacent en banc plutôt qu'en troupeau. On raconte que des centaines de ces minuscules et agressives créatures peuplent les eaux reculées de Thaïlande. Plus à l'aise dans l'eau que sur la terre, ce sont des nageurs habiles. Ils utilisent leur trompe pour respirer quand ils sont sous l'eau. Sur les marchés qui bordent le fleuve Ping, les commerçants disent acheter et vendre les fossiles de ces éléphants d'eau. Leurs minuscules carcasses sont censées porter bonheur. Mais si ce mini-éléphant n'était qu'une légende? Dans le passé, l'existence de créatures réelles a été déjà mise en doute. Le calmar géant, l'ornithorynque ou l'insaisissable bœuf du Vukang, en Asie. C'est ce qu'on dit aussi des créatures comme Bigfoot ou le monstre du Loch Ness. Les animaux symbolisent des choses très différentes selon les cultures. Ils incarnent des choses auxquelles on croit, qu'ils soient l'emblème d'un État ou le symbole d'une divinité religieuse. Et plus que n'importe quel autre animal, l'éléphant a un statut particulier dans la culture et l'histoire de cette région. En Thaïlande, les éléphants sont vénérés et respectés. C'est bien sûr leur taille monumentale qui fait d'eux les maîtres des lieux. Mais les mini-éléphants d'eau sont différents. Dans leur cas, ce n'est pas la taille qui importe. On les craint pour leur nombre, leur comportement hostile et le fait que leurs défenses sont censées contenir un poison qui agirait très vite.
On dit qu'une seule piqûre de leur minuscule défense d'ivoire suffit à tuer un homme rapidement. C'est le danger et le mystère qui les entourent qui rendent cette légende aussi fascinante. Il s'agit d'une chose dont on ne connaît pas l'origine. On ne sait pas comment elle est arrivée là, ni même vraiment ce que c'est. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle peut nous faire souffrir. Examinés de près, ils ont une apparence presque sinistre. Mais ces pachydermes de poche existent-ils réellement? On dit généralement qu'ils mesurent 2,5 cm de hauteur, ce qui explique pourquoi peu de gens y croient. Ils ne seraient pas plus lourds qu'une souris. Leur anatomie minuscule semble donc défier les lois de l'évolution. Ils ont été soumis à des examens ainsi qu'à d'autres tests afin d'établir la crédibilité des récits folkloriques à leur sujet. Les radios révèlent un squelette minuscule avec de multiples vertèbres, côtes et autres structures osseuses. Ces petites créatures ont même été soumises à une IRM. Certaines caractéristiques concernant les grands éléphants tendent à rendre plausible l'existence des modèles miniatures. Les éléments sont quasiment chez eux dans l'eau. Ils ont besoin de boire entre 90 et 180 litres d'eau par jour, alors ils ne peuvent pas rester éloignés très longtemps de l'eau. Il existe quelques espèces de mammifères qui ont des glandes à venin. L'ornithorynque a un aiguillon. Les mâles, en tout cas, portent un aiguillon à la cheville qui libère du venin. Mais les éléphants ne possèdent pas de telles glandes vénéneuses. Pour qu'une défense conduise du venin, il faudrait qu'elle soit creuse sur toute sa longueur, comme une sorte de seringue hypodermique. Connaissant la structure des dents de ce mammifère, je ne crois pas que ce soit possible. Et les prétendues preuves scientifiques alors? Les preuves présentées ne sont pas crédibles. Par exemple, si vous regardez les radios, le long de l'épine dorsale ou de la colonne vertébrale de cet animal, vous voyez ce qui semble être plusieurs vertèbres, des os ressemblant à des vertèbres. Mais il n'y en a que 8 ou 9 tout au plus. Et quand on observe le squelette du mammifère, il devrait y en avoir jusqu'à 30 dans cette zone. Ça me semble très invraisemblable qu'il puisse exister une version miniature d'environ 2,5 cm. Les mini-éléphants sont effectivement une invention. Et ils ne sont pas des cas uniques. Partout, il y a eu des gens qui cherchent à faire revivre des créatures mythiques. On en a vu essayer de faire de fausses licornes avec une chèvre en lui mettant une corne. Dans le monde entier depuis des siècles, on essaie de nous faire croire à l'existence des sirènes. On peut citer aussi dans la culture américaine les jackalopes. Principalement dans le Midwest, des gens ont pris des cornes de daim et les ont collées sur des lapins. Ça fait partie maintenant du folklore régional et c'est devenu un commerce. Ils sont fabriqués industriellement pour être vendus aux touristes en tant qu'objets rares. Et les gens les offrent en cadeau. Notre prochaine histoire tourne autour de notre fascination d'une vie après la mort. Elle joue avec l'idée terrifiante que même les morts peuvent tuer. Cette légende a pour origine le pire cauchemar qui soit. Être enterré vivant. Cette perspective terrifiante a hanté cet homme toute sa vie. Il lui arrive même de se réveiller la nuit en sueur parce qu'il a fait un cauchemar. Il est mis en terre alors qu'il respire encore. Avant d'éviter une telle tragédie, le vieil homme fait l'acquisition d'un mausolée équipé d'un téléphone. La ligne téléphonique est reliée à celle de sa maison, afin qu'il puisse appeler au cas où il aurait été enterré vivant. Le fait de disposer de ce téléphone le rassure. Il est tranquillisé de savoir que l'horrible destin qui l'angoisse tant ne se réalisera jamais. Quelques années plus tard, l'homme meurt. Sa femme s'assure qu'il soit bien enterré dans son cercueil relié au téléphone comme il le désirait.
la femme reprend le cours de sa vie sans jamais éprouver les craintes qui terrorisaient son défunt mari. Mais un jour, alors que sa fille tente en vain de lui parler au téléphone, sa ligne sonne constamment occupée. Elle trouve cela d'autant plus étrange que sa mère n'aime pas les conversations téléphoniques qui s'éternisent. La fille se rend chez sa mère. Elle sonne et frappe à la porte, mais elle n'obtient aucune réponse. Elle finit par rentrer dans la maison. Sa mère gît sur le sol. Elle tient fermement le téléphone dans sa main. Apparemment, elle a eu une crise cardiaque. Pourtant, elle était en parfaite santé. Sa fille est bouleversée. Quelques jours plus tard, la défunte est transportée jusqu'à la crypte pour être inhumée aux côtés de son mari. En ouvrant le mausolée, la fille n'en croit pas ses yeux. Le téléphone est décroché. C'est comme si son père avait appelé sa femme depuis sa tombe. Troublant. Mais s'agit-il d'une histoire vraie? Ou n'est-ce que pure invention? Les contes populaires sont remplis d'histoires de couples qui sont confrontés à la mort, ou de couples qui font le grand saut soit ensemble, soit séparément. Vous pouvez prendre ça comme une histoire pour effrayer le troisième âge. Si la mort vous appelle, ça signifie que quelqu'un d'autre va mourir. Quelqu'un va rejoindre l'époux décédé. Des créatures qui viennent d'outre-tombe. C'est un thème de prédilection du cinéma hollywoodien, des momies égyptiennes aux terrifiants vampires. Et des événements de ce genre se sont déjà produits dans la réalité. En Afrique du Sud, un homme déclaré mort à la suite d'un accident de voiture a passé 2 jours dans un caisson en métal avant qu'on le libère. Mais sa fiancée a refusé de le revoir, persuadée qu'il était désormais un zombie. C'est le téléphone qui donne à cette légende une petite touche moderne. Cet élément est peut-être né d'un événement qui s'est produit à Boston en 1910. On a longtemps dit que Mary Baker Eddy, la fondatrice du mouvement Science chrétienne, avait fait installer un téléphone dans sa crypte au cimetière du Mont Auburn. En réalité, à sa mort en 1910, son corps a été temporairement conservé dans un caveau, gardé par un homme qui avait un téléphone à ses côtés. Il est sans doute impossible d'avoir une conversation téléphonique avec quelqu'un se trouvant dans un cercueil. Il n'empêche que beaucoup de personnes, du magicien Houdini à Thomas Edison, ont tenté sous une forme ou une autre de parler avec les morts. Dans les années 70, un inventeur du nom de William O'Neill a prétendu pouvoir communiquer avec les esprits grâce à un appareil qu'il avait fabriqué. Selon ses dires, il l'avait conçu avec l'aide de feu George Muller, un médecin l'ayant assisté depuis sa tombe. Thomas Pratt en est aujourd'hui le propriétaire. Cet appareil est censé avoir enregistré ce qui est peut-être la première conversation avec une personne décédée. Mais si O'Neill a pu être aidé par le docteur Muller, pourquoi a-t-il eu besoin de cet appareil? Beaucoup de cas d'enterrement prématuré ont été rapportés au cours d'épisodes de peste. Les victimes avaient l'air morts et les vivants étaient pressés de se débarrasser d'eux. On a des preuves aujourd'hui de telles erreurs. Le musée de Guanajuato au Mexique rassemble des momies préservées naturellement et retrouvées dans leur tombe. Il y a notamment le squelette d'une femme enterrée vivante. Tombée malade, cette femme a été enterrée vers le milieu du 19e siècle. Plus tard, lorsqu'elle a été exhumée, elle a été trouvée face contre terre. Elle s'était littéralement retournée dans sa tombe. Aujourd'hui, les procédures d'embaumement rendent l'éventualité d'être enterré vivant quasiment impossible.
même s'il y a quelques récits de cadavres sur le point d'être autopsiés qui se seraient soudain réveillés. La plupart des légendes perdurent simplement parce que nous ne voulons pas croire que la mort puisse être une fin. Alors, on se raccroche aux histoires qui suggèrent le contraire. Au Ghana, ceux qui en ont les moyens achètent des cercueils luxueux qui reflètent à la fois leurs aspirations de leur vivant et rendent la vie après la mort plus confortable. Visiblement, beaucoup de Ghanéens optent pour le luxe pour faire le grand saut. Même si ce cercueil n'est pas équipé d'un téléphone mobile. La volonté des hommes de rechercher ce qu'il y a de mieux en matière d'inhumation donne une certaine crédibilité à la légende de l'appel téléphonique du défunt mari à sa femme. J'ai entendu parler d'un cas où la personne avait demandé qu'on installe un téléphone dans son caveau. Et apparemment, quelqu'un aurait découvert l'existence de ce téléphone et serait allé s'en servir pour passer ses coups de fil. Ça aurait pu tuer la personne qui aurait lu la facture de téléphone. C'est probablement à Los Angeles que l'on trouve le meilleur exemple de technologie pour communiquer avec les morts, chez Hollywood Forever. Un endroit impressionnant servant de dernière demeure qui offre à des Californiens avant-gardistes une expérience d'interaction entre défunts et vivants. Les visiteurs tapent sur un écran le nom de l'être cher et une vidéo réalisée de son vivant apparaît. Vous sélectionnez des photos dans vos vieux albums, vous ajoutez de la musique ou ce que vous voulez. Ça me permettra de communiquer avec mes enfants et tous ceux que j'aurai laissés derrière moi, de leur dire une dernière pensée ou de leur raconter l'histoire de ma vie. Une idée formidable, mais ça n'a plus rien à voir avec l'histoire de l'appel d'outre-tombe, qui est entièrement inventée. Jusqu'à maintenant, personne n'a jamais réussi à téléphoner à un mort. Il y aura toujours des légendes urbaines, parce que les bonnes histoires, aussi extravagantes soient-elles, ne meurent jamais. Et parce qu'elles arrivent toujours à l'ami d'un ami, nous devons nous méfier et nous demander si elles ne sont que fiction ou réalité.